Est-ce qu'on va décider de retourner dans l'ombre pour ça? Absolument pas. On retournera pas en arrière, là. Le discours est incohérent, fallacieux. Je refuse l'identité cisgenre. Parce qu'une fois que t'as peur, tu réfléchis plus. La réalité partagée est effectivement menacée. La bouilloire va exploser, là. J'ai même pas été capable de poser ma première question. Ça fait des années que je m'intéresse à des mouvements plus conservateurs, plus à droite. Puis je remarque qu'il y a une attention qui est de plus en plus grande, qui est portée à la communauté trans, aux personnes non-binaires, toute la question de la transidentité. There are only two genders. When you're talking about irreversible decisions, that falls into the category of adult choices. Des politiciens, des chroniqueurs qui en parlent tout le temps. C'est clairement l'entrée là, du wokisme. Et moi, je vois beaucoup d'idéologie de la gauche radicale qui est imposée. Je fais un appel au calme des deux côtés. Puis franchement, je comprends pas. Vas-y. Hey, ça, là, un gars de terrain. Quand on parle de la communauté trans au Canada, on parle vraiment d'une petite communauté. C'est moins de 1% de la population selon le dernier recensement de 2021. C'est comme s'ils sont instrumentalisés, puis j'ai envie de savoir pourquoi. Pendant la pandémie de COVID-19, j'ai passé pas mal de temps avec ceux qu'on appelait les complotistes, les opposants aux mesures sanitaires. Je me demandais où est-ce que ces gens-là se retrouveraient une fois la pandémie terminée. Puis assez rapidement, ils se sont mobilisés contre les dragues qui allaient dans les écoles, qui racontaient des contes aux enfants. Et rapidement, Barbada est devenu un symbole. On est encore ensemble pour continuer. Il n'y a personne qui va nous effacer. Je sais pas si je suis devenu le symbole de ça au Québec. Je penserais pas. Je pense que... Aux yeux en tout cas, toutes ces manifestations-là, on dirait que ça a été le début d'une certaine escalade, là. Oui, effectivement. C'est sûr que ça a été le début d'une escalade, mais une escalade qui a escaladé vite et qui a redescendu vite aussi. Ouais. Je pense que le débat s'est transféré tranquillement des dragues aux personnes trans. Vraiment, je suis pas une personne trans. Je peux pas parler non plus pour une personne trans, mais il y a bien des gens qui comprennent ce que les dragues font, sont et pourquoi elles sont là et qui sont comme, mais on s'est jamais fait de mal. Ma tante Ginette est venue à Montréal puis est allée au Cabaret Mado puis elle a aimé ça, tu sais. On a peut-être eu moins de contact avec des personnes trans. Ou peut-être, des fois, on les connaît sans savoir que c'est des personnes trans. Ben ouais. Mais évidemment, ça s'inscrit dans un contexte beaucoup plus large. T'sais. Plus largement que ça, il y a eu, évidemment, l'élection de Trump aux États-Unis, qui a quand même vu une mouvance de « OK, on a le droit de tout dire, soudainement. » Notamment avec les réseaux sociaux. Tout ça, ça donne de la visibilité et ça se propage beaucoup plus facilement. C'est pas une bonne place pour avoir des débats, là. C'est pas une bonne façon de débattre d'enjeux sociaux puis politiques à la limite, t'sais. Il y a une certaine instrumentalisation, j'ai l'impression, de la communauté LGBTQ+, là. Je le pense. C'est une forme d'instrumentalisation pour polariser les gens, diviser pour mieux régner, finalement, là, c'est un peu ça. De dire, on va prendre cette incompréhension, on va la transformer en peur, puis la peur, ça, on peut capitaliser dessus, parce qu'une fois que t'as peur, tu réfléchis plus, t'sais. Tu réfléchis plus à ce que tu vas faire, tu réfléchis plus à comment tu réagis. C'est de la réaction instantanée, souvent aux extrêmes. Il y a là le problème, là. T'sais, je pense que c'est ça qui se passe en ce moment. Mais il y a une chose que je me suis toujours dit, c'est que je voulais jamais avoir peur. Un animal qui a peur, tu sais pas comment il va réagir, pis c'est pas une bonne chose. Nous-mêmes, quand on a peur, c'est comme ça. Faut pas avoir peur. Puis je me suis fait un devoir de ne pas céder à cette peur-là. Puis je me suis dit, ben, s'il y a des manifestants à mes heures du compte, il y aura des manifestants. Puis si ça devient violent, ben, coudonc, ça deviendra violent. Mais moi, je peux te garantir que j'aurai pas peur. Je veux pas avoir peur. Il faut pas. Copie conforme de la motion adoptée à l'unanimité par l'Assemblée nationale le 4 avril 2023. Donc, suite à la manifestation qui t'impliquait, là. Exactement. OK. D'exposer les enfants à la différence contribue à faire du Québec un exemple de l'égalité et de l'équité pour les communautés de pluralité à travers le monde. Tu sais, c'est quand même... Je trouve que c'est... Non, je trouve... Tu vois, c'est là, je le relis, là. Ça faisait un petit bout, je l'avais pas lu, là. Je l'ai pas relu, mais je le relis, puis je suis comme, ah ouais. Il était important cette motion-là, je trouve. Pour moi, mais plus largement pour bien des gens aussi, là. Pour la province. Oui.
par la motion qui a été adoptée à l'unanimité à l'Assemblée nationale le printemps dernier, qui disait qu'il fallait exposer les enfants aux drag queens pour faire du Québec un modèle. Ces drag queens-là arrivaient dans les écoles, dans les garderies, dans les bibliothèques pour parler de la théorie du genre. Ça va? Ça va bien, toi? Ça va. C'était quasiment dans le quartier des spectacles, mais à Laval. Sans les plus cyclables. Ouais, c'est ça. Couche. Tu sais que quand j'ai parlé des drag queens dans les écoles puis dans les garderies, je faisais une conférence de presse sur un tout autre projet de loi. Ouais, c'est un journaliste qui t'a posé la question. J'ai eu une question, puis là, ça a généré 300 articles. Ils m'ont juste demandé, parce qu'ils venaient d'avoir une motion adoptée à l'unanimité cette journée-là à l'Assemblée nationale, pour dire que le Québec devait être un modèle, devait promouvoir les drag queens dans les écoles et dans les garderies. J'ai dit que si j'avais été député ou s'il y avait des députés conservateurs, on aurait voté contre. Le parent, tant qu'à moi, est le mieux placé pour savoir quand aborder ce genre de sujet-là puis comment le faire. C'est de là que ça a parti. C'est les journalistes qui t'ont posé cette question-là, mais ensuite, toi, t'as été j'ai eu des demandes d'entrevue, j'ai répondu à toutes les questions. T'as mis en place une pétition, vous avez surfé la vague, là, quand même. Puis on a aussi présenté un mémoire. C'est sûr qu'en parlant, ça a comme délié beaucoup de langues. Beaucoup de gens sont venus nous voir, tout le monde nous a envoyé toutes sortes de trucs. Là, on a vu qu'il y avait une grosse sensibilité par rapport à ça, puis qu'il n'y avait pas de consensus, contrairement à ce qu'on essayait de nous faire véhiculer au Québec, que ce soit les bloqueurs d'hormones. Ouais, c'est plus ça, moi, en fait, dont j'ai envie de discuter. Ça, c'est une autre question aussi qui est connexe. Est-ce qu'on peut faire des mutilations au corps à des mineurs? Parce que quand on enlève les seins à quelqu'un, à partir de 14 ans, sans que les parents le sachent, moi, j'ai un gros problème avec ça, là. Et puis, je pense que l'écrasante majorité des gens, ça, sur cette question-là, c'est encore... à partir de 16 ans, la mastectomie. C'est pas 14? 14, c'est les bloqueurs d'hormones, c'est ça? C'est 16 ans, la mastectomie. Mais juste là, tu parles... c'est un sujet que je trouve intéressant parce que les mots, là, sont souvent... comment dire? Les mots... faut bien choisir ces mots. Mais là, tu parles de mutilation. Mais c'est une mutilation. C'est pas une mutilation. Quand tu t'enlèves une partie de ton corps, comment t'appelles ça? Une chirurgie? Voyons mieux, arrête. Excuse, elle dérange. Peut-être que je vais la mettre dans une autre pièce, hein? OK, reste là. Reste. Moi, personnellement, qu'un gars veut se mettre du cutex, qui veut se promener en talons hauts, qui veut se mettre des seins, c'est son choix. Surtout si c'est un adulte, il fait ce qu'il veut, comme il veut. Puis l'important, c'est qu'il se sente bien dans sa peau. Ça, pour moi, c'est fondamental. Puis que l'État le reconnaisse? Bon, puis que l'État le reconnaisse comme adulte, oui. Mais tu sais, tu parles souvent de théorie du genre. Du fait de l'inventer, théorie, là, je veux dire, c'est une théorie. Ça vient du Vatican, ce terme de théorie. Non, mais c'est une théorie. Ben, c'est pas une théorie. Les genres, je veux dire, existent, là. Je veux dire, c'est pas la théorie du genre. On parle d'identité de genre. Mais si les genres existent, là, pourquoi qu'on dit que les gens peuvent choisir? Je pense pas que les gens choisissent comme ils choisissent une sorte de pizza, là. Non, mais tu sais, il y a des parents qui sont rendus loin, là. Ils disent qu'ils veulent pas assigner le sexe à la naissance. Elle va décider plus tard, là. C'est ça, c'est rendu théorie, là. Parce qu'il y a une réalité biologique qui existe. La réalité scientifique, ça, c'est aussi la biologie. Puis la biologie, là, c'est que t'es né dans le corps d'un homme ou dans le corps d'une femme. Allô? J'ai deux chats. Est-ce que vous êtes allergique? Tu sais, Pierre Poilievre ou un Donald Trump qui dit il y a deux genres. Ben ça, tu sais, je veux dire, comme, c'est un peu un argument complètement vide pour moi. Là. Il y a quelque chose de comme, ben, ça a été prouvé socialement, tu sais, comme je disais, comme il y a des études qui se font là-dessus sur le fait que comme le genre est une construction sociale. Ta fonction dans ce monde, la fonction que tu veux occuper, la manière que tu veux être perçu et tout ça, versus le sexe biologique qui n'est pas binaire non plus, tu sais. Je veux dire, comme, au final, il y a plein de variantes, il y a plein de manières, puis après les gens sont comme, oui, mais est-ce qu'on peut vraiment dire qu'une variante qui est comme rarissime mais c'est comme, ben oui, je veux dire, comme ça existe dans la nature, il y a plein de manières d'être, tu sais. Si on n'était pas perçu de la manière binaire, noir et blanc, il y aurait beaucoup plus de personnes qui seraient plus fluides, je pense. Puis on fait plus de mal à réduire tout dans deux cases, puis évidemment, c'est plus facile, puis c'est efficace, là. Mais après, de nier qu'il y a des gens qui rentrent pas dans ces cases-là puis que c'est plus complexe que ça sauve rien. C'est juste la courbe naturelle des choses, de comme, on va prendre les outcasts en premier, tu sais. Les prostituées, les gens qui se droguent puis les trannies, là. Tu sais, c'est un peu ça. C'est un peu comme, on va prendre la marge puis on va s'en débarrasser pour montrer qu'on prend du contrôle sur la population puis qu'on prend soin de notre population. C'est pour ça qu'après, la bonne représentation est importante. Même si tu as de l'empathie puis t'es comme, c'est triste,
t'as pas un lien, tu sens pas que t'appartiens à ces gens-là, tu sens pas que ces gens-là font partie de comme ta réalité. La plupart des gens se sentent pas menacés quand nous on se fait attaquer, tu sais. Faites votre tournage aussi, c'est ça? Il va juste enregistrer pour être sûr que vous ne retirez pas du contexte ce qu'on va dire. C'est bon. Moi, tant que c'est pas diffusé sans mon consentement, c'est ça. Ma première question est un peu sur le contexte présentement. J'avoue, pour moi, c'est assez rare que je sens qu'il y ait une certaine crainte, ou en tout cas, je sais pas, de prendre la parole. Oui, bien sûr, même si on fait toutes les deux partie de ceux qui parlent quand même. Il y a aucun groupe d'humains qui est au centre de notre opposition, en fait. C'est une idéologie que certains appellent la théorie du genre, qui est enseignée à l'école, mais qui concerne l'identité de tout le monde. Moi, je serais cisgenre, selon ce discours-là. Je refuse l'identité cisgenre. Mais c'est juste que le terme idéologie discrédite à la base le fait que, je veux dire, il y a un consensus scientifique sur le fait que le genre et le sexe sont pas nécessairement la même chose. Qu'est-ce que c'est le genre, Monsieur Coutu? Être un homme ou une femme, c'est une question de sexe. Le genre, il n'y a même pas de définition stable. Est-ce que le genre, c'est un amalgame d'éléments culturels et biologiques? Est-ce que c'est strictement culturel? Est-ce que c'est un attribut de l'individu ou des normes sociales? Si c'était un amalgame de tout ça, justement, c'est comment les gens se sentent et comment la société nous perçoit. Attendez, un amalgame de comment les gens se sentent et comment la société les perçoit? Ben, c'est lié. Parce que la question, c'est, hey, je suis né dans le mauvais corps, tu sais. Il y a des enfants. Deux choses ici. Premièrement, vous dites, je suis né dans le mauvais corps. Admettre qu'on est né dans un corps, c'est admettre le dualisme corps-esprit qui est une croyance métaphysique. On peut avoir des croyances métaphysiques. On a le droit. Je pense que c'est jouer avec les mots aussi, là. Dans le sens que je veux dire, c'est qu'une personne trans, c'est une personne qui est né homme, mais qui ne se sent pas homme, par exemple. Qu'est-ce que ça veut dire, se sentir homme? Hey, c'est pas à moi de le répondre. À répondre à ça, je ne suis pas une personne trans. En quoi ça change que pour vous, une minorité de la population se sente pas bien dans le sexe avec lequel il est né à la naissance? Qu'est-ce que ça change? On parle de moins d'1% selon les statistiques. Qu'est-ce que ça change? Ce que ça change, ce n'est pas la minorité dont vous parlez qui fait une différence, mais le fait qu'on enseigne à tous les enfants que le sexe est assigné. On leur enseigne que le sexe est un spectre, ce qui est faux. J'en suis venue à la conclusion qu'on peut accepter l'expression transsexuelle tout comme on accepte l'expression soin rajeunissant, même si on peut pas vraiment devenir plus jeune, on peut seulement se donner une apparence plus jeune. Alors, bien sûr que ce sont des humains avec la même dignité que les autres, qu'on ne devrait pas avoir le droit de discriminer. Mais vous ne les reconnaissez pas. Vous dites que c'est des personnes transsexuelles, donc vous ne reconnaissez pas le terme que ces personnes-là veulent utiliser. Transgenre, non. Il y a une augmentation de l'intolérance envers la communauté LGBTQ, mais aussi envers les personnes trans encore plus. Avez-vous l'impression que le type de discours que vous avez peut contribuer à ce genre? Non, absolument pas. Écoutez toutes nos conférences. Non, absolument pas. Nous, c'est clair. C'est l'idéologie du genre. Donc, on est contre ça et on veut le respect du droit parental. C'est nos deux batailles. Les parents sont les premiers éducateurs de leurs enfants. Et aujourd'hui, le gouvernement nous prend ce droit-là. On ne veut pas que nos enfants soient poussés dans des réflexions, des discussions qui ne sont pas de leur âge. C'est pas parce qu'on maintient que l'espèce humaine est sexuée, que le sexe est immuable, que ça encourage l'intolérance. Je me fais intimider. On cherche à m'exclure de partout parce que je maintiens qu'il y a deux sexes. Non seulement moi, mais tout le monde devrait avoir le droit de le dire. Il faut qu'on ait le droit d'en parler. Personne ne vous empêche de le dire. Ben, vous le dites, vous manquez pas de plateforme pour le dire. Là. Monsieur Coutu, on connaît plein d'experts dans tous leurs domaines qui n'osent pas s'exprimer parce qu'ils ont peur de perdre leur travail. Et moi, je me fais intimider depuis 10 ans. Puis c'est allé jusqu'à des coups.
Je me suis fait frapper dans un banc. Ça, c'est déplorable. Je le dénonce, je suis d'accord avec vous. L'opposition est violente. Pourquoi cette violence en face de nous? Là, c'est qu'il y a une communauté qui a l'impression de perdre ses droits, qu'il y a une communauté qui a l'impression d'être discriminée. Je veux pas leur donner raison au niveau de la violence. J'essaie juste de comprendre pourquoi ces gens-là agissent de la sorte. Les médias ne nous laissent pas la place. Dans les médias, en ce moment, on n'a pas d'espace où on peut s'exprimer. Vous êtes le premier qui vient. On n'a aucun problème avec la minorité de gens qui sont dysphoriques, qui sont trans. On s'oppose à ce qu'un contenu soit enseigné à l'école. Quand ce sera redevenu une opinion que certains ont, une conception de la nature humaine que certains vont avoir, ils ont le droit, mais moi j'ai le droit de penser autrement, puis c'est pas imposé à l'école, parfait. C'est challengeant parce que un documentaire, c'est bien plate, mais c'est mon point de vue. Dans le sens, c'est moi le réalisateur de cette affaire-là. Je la fais tout le temps, en fait, cette promesse-là. Vous aurez pas l'air de quelque chose que vous êtes pas. Puis je veux pas dire que leur discours est pas valide. Je veux dire, moi, je suis arrivé là avec une grande ouverture, puis j'ai envie de jaser avec ces gens-là. Eux sont là pour protéger les enfants, tu sais. Il y a des affaires que je peux comprendre, le fait que les parents devraient être au courant. Bon, je veux dire, on peut débattre de ça. Mais c'est vrai que c'est un thème où on fait attention aux mots, où les mots peuvent blesser. Puis moi, je fais des erreurs. Tu sais, dans le cadre de ce projet-là, j'ai utilisé le mot trans comme nom pour définir quelqu'un ou pour... Puis non, faut dire personne trans. J'ai appris ça. Puis elle, c'est comme non. Moi, je dis transsexuel et je ne dis pas transgenre. Transgenre, ça n'existe pas. Je veux même pas prendre position contre ce qu'ils disent ou tout ça, mais comme... Je pense que leur discours, littéralement, peut être source de détresse pour une certaine partie de la population. Non? Sérieux, genre, c'est comme... Je sais pas. On parle de l'instrumentalisation de la transidentité dans l'espace public. Ma première question, as-tu l'impression qu'il y aurait une réelle instrumentalisation de cette question-là de la transidentité? J'ai envie de dire, on entend souvent à droite, mais aussi à gauche, dans les deux cas. Oui. Je pense qu'avant de parler d'instrumentalisation, on pourrait s'interroger sur la polarisation. Qu'est-ce qu'il y a au fond de si polarisant dans cette question de transidentité? Une impression que j'ai, c'est que ça touche à la partie la plus intime de notre rapport au réel. Donc si on simplifie le débat pour des personnes qui ont tendance à se situer un petit peu plus au centre ou à droite, c'est comme si on reniait quelque chose de plus véritable, ancien et profond sur être un homme, être une femme. Mais de l'autre bord, il y a des personnes qui souffrent, qui cherchent une explication à leur souffrance, qui cherchent à être validées, à être reconnues, à vivre librement, et qui se sentent invalidées. Donc on entend souvent, c'est comme si vous niez mon existence. Ben, complètement. Oui, on a reconnu, sans doute trop tardivement, qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient exclues du projet de la démocratie, qui n'avaient pas de voix, donc on a essayé de les inclure, et ça c'est très bien. Mais ça se pourrait qu'en faisant ça, on n'ait plus laissé de place à une norme. Quelle norme? Eh bien, la norme que, par exemple, la plupart des gens s'identifient avec leur sexe de naissance. La plupart des hommes sont à l'aise avec le fait qu'ils sont des hommes. La plupart des femmes sont à l'aise avec le fait qu'elles seraient des femmes. Mais il y a cette perception qu'il y aurait quelque chose de mauvais là-dedans. Parce que ça évoque d'autres stéréotypes d'oppression, de victimes et d'agresseurs avec lesquels les jeunes n'ont pas envie de s'identifier. Tu sais, Samuel Vessière, c'est quelqu'un qui est un peu controversé sur ces questions-là d'identité de genre puis de transidentité parce que il fait des recherches sur le fait qu'il y aura une certaine contagion, ou en tout cas un phénomène de mode qui explique le fait qu'il y a de plus en plus de personnes qui se définissent comme transgenres ou non-binaires chez les plus jeunes générations. Je comprends que lui, il étudie ça avec un œil anthropologique, tu sais, c'est un anthropologue, mais j'ai parlé avec des personnes trans qui, elles, reçoivent ça avec une certaine violence, tu sais, puis plus je creuse,
plus j'ai l'impression que ça vient beaucoup du champ lexical, finalement, d'utiliser des termes comme vache sacrée, comme folie du genre, comparer la transidentité ou l'identité de genre à une mythologie, à des rites de passage. Je me remets beaucoup en question là-dessus. Tu sais, quand on parle de chirurgie, on va parler de mutilation. Quand on parle de transidentité, on va dire théorie du genre ou idéologie du genre. Il y a une violence à utiliser ces mots-là, je trouve. Non? Ouais, mais c'est intéressant de remarquer la polarisation, encore une fois, la valence qui va être attribuée aux mots et à la manière de comprendre ce phénomène à droite et à gauche. Donc, encore une fois, on simplifie. Donc, dans une perspective, on va parler de soins affirmatifs qui sauvent des vies. Et dans une autre perspective, on va parler de mutilation ou d'expériences chirurgicales irréversibles. Et en fait, c'est difficile de trouver des mots et de trouver un langage neutre pour parler de ce phénomène. Parce que je pense qu'en tant qu'être humain, on ne peut pas être neutre. D'un bord, il y a des personnes qui vont continuer à se séparer de la tradition, à essayer de réinventer des nouvelles normes, des nouvelles manières d'être humain. Et de l'autre bord, un mouvement plus réactif, défensif, réactionnaire de personnes qui vont essayer de se raccrocher à une idée, un fantasme, une mythologie de la tradition, des rôles de genre traditionnels et tout ça. Donc, la question de la transidentité, en fait, elle est au centre de ces polarisations. Donc, d'un bord comme de l'autre, d'un bord, elle va être vue comme un bien moral, la voie de la liberté. Et de l'autre bord, elle va être vue comme le symptôme ultime de cet effondrement des repères. Je vois de la part d'une certaine partie de la communauté trans une réelle agressivité ou une réelle... Tu sais, je veux dire, il y a du monde qui sont pas parlables, tu sais, dans le sens, c'est difficile parfois, mais tu fais ça comment? Ben, je trouve ça drôle, encore une fois. Pour moi, ça fait partie de cette mythologie-là qui est comme... Oui, il y a des gens, je veux dire, comme dans toutes les communautés, il y a des gens qui sont pas parlables. Une personne qui a pas le même risque, qui a pas les mêmes droits, qui a comme plus peur de perdre ses droits, évidemment qu'il va pas être dans la même paix que toi dans une discussion. Si je parle avec quelqu'un que ses droits sont jamais menacés, un homme qui arrive puis qui me parle de ça, puis qui me remet en question, qui joue à Devil's Advocate, tu sais, alors que comme moi, ça a des impacts réels dans ma vie, évidemment que ça se peut que je devienne plus parlable. T'as pas le même espace, ça a pas la même gravité. Ouais. T'as pas ces questions-là qui agissent sur toi constamment. T'as pas ce regard-là. T'as pas la discrimination. T'as pas les micro-violences que je vis tous les jours. Puis tu viens me dire comment réagir. Puis il faut que je sois patiente. Puis il faut que je sois douce. Puis il faut que je te prenne par la main. Puis que je t'amène de mon côté. Puis c'est ça qu'on nous demande. Puis c'est un exercice qu'on fait la plupart, là. Je veux dire, comme... mais là. Ben exactement. Mais tant mieux pour les gens qui font « Hey, sais-tu quoi? Calisse-moi patience. J'ai pas envie d'en parler. Choisissez votre paix. » Comme si on devait, justement, par le fait que nos existences sont pas simples, on devrait toujours être prêt à l'expliquer, tu sais. Comme s'il fallait toujours s'ajuster au niveau des autres par rapport à notre compréhension. Mais moi, on m'a donné un livre de règles à la naissance que j'ai pas choisi. Puis j'ai joué à ce jeu-là toute ma vie. J'ai joué à votre jeu. Puis quand je vous dis, pouvez-vous écouter les règles de mon jeu, on me dit, ouais, mais tu expliques pas comme je veux. Puis je suis comme, mais moi, on m'a jamais bien expliqué vos règles à vous. Puis j'ai joué quand même, tu sais. J'ai joué sans mon consentement, puis je me suis fait mal sans cesse. J'ai quand même un peu l'impression d'être tout le temps un peu en apprentissage. Surtout quand c'est des gens qui ont la patience d'accepter que j'ai peut-être pas toutes les clés. Ça va? Enchanté. Genre que j'aille porter ça puis qu'on recommence comme non. Il y a quelque chose clairement qui confronte les gens dans leurs croyances les plus profondes, là, parce que évidemment on remet quelque chose en question. Ce que je crois, c'est que le côté légal a évolué peut-être plus vite que la société. En fait, les gens se réveillent là un peu depuis les 5 dernières années. Ils se disent, mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe là? Il y a ça en place, les personnes trans existent, puis les jeunes ont le droit de faire ça. Puis, mais c'est juste que les gens viennent d'en prendre conscience. On dirait que pour les gens, c'est nouveau. En fait, depuis que je suis à l'organisme, chaque année, notre demande de services augmente. Et quand je dis ça, la première réaction des gens, c'est de nous dire, ben ça veut dire qu'il y a plus de personnes trans.
Mais c'est pas ça qu'on observe, en fait. Il y a beaucoup de personnes qui ont débuté leur transition il y a quelques années déjà, qui viennent nous voir parce que là, elles recommencent à vivre de l'anxiété, de l'isolement social. Il y a de plus en plus de problèmes en milieu de travail qui sont rapportés, des problèmes avec la famille. Ce que je dis souvent, c'est que j'ai le sentiment qu'il y a 8 ans, ben justement, on en entendait moins parler, mais je sentais qu'il y avait peut-être plus une ouverture. On n'est plus tellement là-dedans. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans la confrontation. C'est des questions qui, en ce moment, dans les médias, sont incendiaires, là, tu sais. Et clairement, je pense que les classes politiques ont compris ça. En tout cas, Donald Trump l'a compris. Les élus utilisent ça, je pense, d'une certaine façon aussi pour détourner l'attention des enjeux qu'il y a en ce moment, qui sont très réels et qui affectent tout le monde, y compris les personnes trans. Il y a des élections qui s'en viennent bientôt, là. Est-ce que ça va être un enjeu pour vous, au Parti conservateur? C'est toujours difficile de savoir qu'est-ce qui va être un enjeu. Non, mais vous, allez-vous mettre ça de l'avant? Bien, c'est sûr que ça fait partie de notre programme. Là. On peut pas se le cacher. On a même présenté un mémoire sur cette question-là. Ça fait partie des positions conservatrices officielles. C'est évident que si ça vient pas de la gauche, ça va venir de la droite ou vice-versa. Là. Mais je pense que oui, ça va être un enjeu. Ça l'est à peu près partout en Occident présentement. Si c'est pas sur le sport féminin, ça va être sur les drag queens. Si c'est pas ces drag queens, ça va être sur les bloqueurs d'hormones ou ça va être sur... Je veux dire, ça va émerger d'une façon ou d'une autre, là. Tu sais, j'ai couvert pendant 8 mois environ le mouvement d'opposition aux mesures sanitaires. J'étais avec les Farfadas, j'étais dans les camions du Convoi de la Liberté, je suis parti de Beauce. Tu nous as pas couvert quand on faisait nos manifs puis nos... Mais justement, vous étiez là à cette époque-là. Oui. Je vois vraiment que la même gang qui manifestait contre les mesures sanitaires... Je te pose la question, c'est quoi le lien entre les deux? Ben, j'en vois pas. Ben, c'est la même gang. Pour certains, en tout cas. Écoute, parce que, tu sais, je me posais la question... Le seul lien que je peux voir, c'est qu'il y a des gens dans la population qui se soulèvent contre un unanimisme de nos élites politiques qui sont déconnectés de la réalité du monde. Et ça, dans les deux cas, il y avait beaucoup de gens qui ont des préoccupations, puis il n'y a aucun élu actuel qui se fait le porte-voix de leurs préoccupations. Je pense que c'est peut-être ça le dénominateur commun. Alors ça, c'est fascinant. Comme tu le sais, je travaille beaucoup sur les questions de polarisation sociale. Je fais partie d'une équipe de recherche qui a fait plusieurs études sur ça. Et on a remarqué qu'effectivement, il y a eu, depuis la pandémie, une grosse perte de confiance dans les institutions. Et les deux sujets qui ont été les plus clivants ont été les mesures sanitaires et les questions d'identité de genre. Et ce qu'on remarque, c'est que des personnes qui n'étaient même pas intéressées à la politique avant, à partir du moment où ils ont perdu confiance dans le discours public sur un de ces deux phénomènes, en fait, se sont mis à adopter tout un tas de croyances qu'on appellerait complotistes aujourd'hui. C'est un phénomène auquel je réfléchis beaucoup en ce moment, j'appelle ça le racolage épistémique. Épistémique, ça veut dire qui a attrait à la connaissance. L'idée, c'est que le cerveau humain n'est jamais vraiment convaincu par les faits, mais plutôt par de qui on va apprendre une connaissance. Donc c'est plutôt par la confiance. Par exemple, la plupart des jeunes ne lisent plus les grands médias. Il y a eu comme une implosion de micro-bulles sur l'Internet où chacun a son propre podcast. Et je pense que la réalité partagée est effectivement menacée. Ces discours-là aussi qui sont tenus par des personnes en position d'autorité ou justement des élus, des personnalités publiques, des artistes qui tiennent ces discours-là anti-trans, ça vient vraiment normaliser aussi ces discours-là dans le reste de la population. Ces gens-là ne réalisent pas en fait l'impact que ça peut avoir sur la vie des gens très concrètement, là, tu sais. Alors que pour nous, il restait déjà beaucoup de chemin à faire. Là, en fait, c'est comme... il nous restait du chemin à faire, mais là, on est plus en mode... On veut même maintenir le statu quo, là, tu sais, parce que on sent ce pushback-là, tu sais. Ouais, c'est ça. Dans l'acceptation sociale, là. Est-ce qu'on va décider de retourner dans l'ombre pour ça? Absolument pas, tu sais. Ça, c'est clair, on l'entend, les gens nous le disent. Il y a aucun désir de retourner. Nous, on retournera pas en arrière, là. La seule chose qu'on demande, en tout cas, la plupart d'entre nous, c'est d'occuper juste la place qu'on a droit, là. Puis techniquement, qui nous est assuré effectivement par les droits qu'on essaie. Bon, on parlait de la Charte québécoise et de la Charte canadienne, tu sais. On n'est même pas censé avoir ces discussions-là en ce moment. It means the violence is working exactly as it's designed. It means this world has made a habit of losing us. And I am tired. I am so fucking tired of lighting candles for people who should still be standing beside us.
Ce qui me reste, c'est que effectivement, c'est difficile de discuter à propos de ce sujet-là parce que on n'est même pas capable de s'entendre sur les mots. Tu sais, à la base, je me posais la question, qu'est-ce qui dérange autant les gens avec la question de la transidentité? Les personnes trans avec qui j'ai parlé, en bout de ligne, elles ne demandent pas grand-chose. Elles demandent qu'on les respecte. Elles demandent d'être heureuses. Elles demandent qu'on les laisse tranquilles aussi. Puis ça implique éventuellement certains changements, tu sais. We're queer! We're fabulous! Don't fuck with us! We're here! We're queer! We're fabulous! Don't fuck with us! Je vois pas pourquoi on n'accepterait pas simplement cet accommodement-là qui, en bout de ligne, change certaines choses dans notre société, mais pas tant que ça. Puis au profit du bonheur de personnes qui en font partie de cette société-là, finalement. Bon, j'ai fini là, de preacher.